au nom de toutes les équipes d'RT France, nous souhaitions vous remercier sincèrement pour votre fidélité tout au long de ces 4 années. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je te parle de la stratégie russe en Afrique depuis plusieurs années et de la politique africaine du gouvernement russe. Il y a 2 composantes clés à la boîte à outils africaine de la Russie. Il s'agit des médias russes et des entrepreneurs d'influence. RT et Sputnik, créés respectivement en 2005 et en 2014, sont 2 figures de proue du rayonnement médiatique russe mondial. À leur manière, ces groupes médiatiques relaient des récits et s'inscrivent dans la représentation du monde promue par le gouvernement russe, en particulier des récits qui rejettent l'unilatéralisme occidental et critiquent le libéralisme économique et politique. RT et Sputnik en Afrique ont développé une stratégie d'implantation à grande échelle sur le continent. Il s'agit de l'embauche de journalistes locaux, de l'ouverture de bureaux régionaux et la mise en place de campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux. Les Africains ont lu le contenu de ces médias en grand nombre depuis 2014 et sont devenus des commentateurs assidus de ces contenus en ligne. Entre novembre 2017 et janvier 2018, le nombre de likes sur la page Facebook de RT France est passé de 500 000 à plus de 850 000. Autrement dit, RT France a presque doublé son audience en moins de 3 mois. Selon les données de Facebook, seuls 1000 de ces 350 000 nouveaux abonnés ont déclaré résider en France. La plupart de ces nouveaux likes provenaient du continent africain, notamment d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, du Sénégal, du Cameroun, du Burkina Faso. Cette croissance spectaculaire peut s'expliquer par la campagne publicitaire lancée par RT pour augmenter la taille de son audience africaine, mais surtout par les erreurs commises par la diplomatie française en matière de politique africaine. Une étude de l'IRSEM montre qu'environ 4000 sites web avaient partagé des contenus écrits en français sur l'Afrique produits par Sputnik et RT. Au moment où l'étude a été menée, certains de ces sites, notamment Seneweb.com, Mediacongo.net, Nigerdiaspora.net, figuraient parmi les sites web les plus visités dans leurs pays d'origine respectifs. Même si ces sites web ont servi de chambre d'écho pour la diffusion de contenus fabriqués en Russie, ils ne peuvent pas expliquer le succès de ces contenus. Cette explication se trouve plutôt dans le développement récent et fulgurant des médias sociaux en Afrique, ainsi que dans le contexte politique intérieur de plusieurs pays. Quelles sont alors les raisons du succès médiatique des chaînes russes en Afrique? Le succès inattendu des contenus produits en Russie en Afrique peut s'expliquer par la conjonction de plusieurs facteurs. Premièrement, l'essor d'Internet et des réseaux sociaux en Afrique depuis le début des années 2010 a permis aux médias russes d'acquérir une visibilité significative sur le continent. Le nombre d'internautes africains a été multiplié par 130 en 2 décennies, passant de 4 millions en 2000 à 522 millions en 2019. La plus grande partie de cette augmentation s'est produite lors de l'expansion de la 4G pour couvrir le continent entre 2013 et 2016. Compte tenu du coût réduit des communications et des appareils connectés, la plupart des Africains accèdent à Internet via des smartphones. L'expansion d'Internet en Afrique a été extrêmement bénéfique pour Facebook, qui revendique plus de 139 millions d'utilisateurs sur le continent, soit environ un internaute sur 3 en Afrique. RT et Sputnik ont été parmi les premiers médias au monde à mettre en œuvre une stratégie de communication inspirée du marketing numérique. Dès sa création en 2014, Sputnik mettait l'accent sur le buzz et le clickbait, à une époque où les stratégies des autres médias internationaux les plus renommés ne ciblaient pas encore les réseaux sociaux. Les internautes africains ont ainsi massivement adopté les réseaux sociaux au moment même où les médias russes mettaient en place des stratégies de communication agressives et où la modération des contenus par Facebook et d'autres grandes plateformes en était encore assez balbutiement. RT et Sputnik ont attiré plus d'internautes africains que les médias locaux ou internationaux populaires comme Radio France Internationale ou la BBC, qui avaient encore du mal à adapter leur modèle économique. Dans plusieurs pays africains, notamment au Sénégal, le succès des médias russes s'explique aussi par leur stratégie agressive, qui ressemble beaucoup à celle employée par les tabloïds locaux publiés dans ce pays depuis des décennies. Cette presse jaune est désormais en partie mise en ligne. De nombreux sites web publiant des informations sensationnelles, parfois fausses, ont fleuri à travers le continent. En mars 2020, le laboratoire EU10Info, basé à Bruxelles, a révélé un réseau de sites web baptisé Africa 24 qui publiait de fausses nouvelles aux côtés de contenus produits par les médias russes. Ces sites web sont probablement des acteurs autonomes plutôt que des éléments d'une stratégie coordonnée de Moscou. Pour ces plateformes
de presse jaune dont le modèle économique repose sur les revenus publicitaires, la possibilité de rééditer le contenu de Sputnik est trop belle pour être laissée de côté, car elle est libre de droit et couvre des sujets sensationnels. Pourtant, la thèse de la presse jaune ne suffit pas à expliquer le succès des médias russes en Afrique. Leur explosion sur le continent via les réseaux sociaux peut aussi être considérée comme le résultat indirect d'une surveillance étroite des autorités locales sur les médias locaux. Internet en général et Facebook en particulier sont rapidement devenus un moyen de contourner ces contrôles. Et Sputnik et RT ont probablement attiré de nombreux lecteurs séduits par leur rhétorique inhabituelle et leur couverture de sujets traditionnellement évités par les médias locaux dans un contexte autoritaire. L'économie et la technologie n'expliquent pas entièrement l'étonnant succès des plateformes russes en Afrique. Entre 2014 et 2016, période marquée par la révolution de Maïdan, l'annexion de la Crimée et les sanctions occidentales contre la Russie, les médias russes ne sont pas de simples plateformes jouissant d'une popularité fulgurante en Afrique grâce à leur stratégie de communication agressive sur les réseaux sociaux. Au lieu de cela, ils étaient avant tout des outils permettant de relayer les récits du gouvernement russe ou, à tout le moins, sa vision du monde. Ainsi, RT et Sputnik ont traité des sujets qui, sans aborder explicitement l'Afrique, ont touché de nombreux segments de l'opinion publique africaine. C'est le cas par exemple du fameux double standard, souvent évoqué par le président Poutine et repris par les plateformes russes diffusant en langue étrangère. Le souvenir de la colonisation est encore vivace sur le continent africain et ses frontières intérieures tracées pour la plupart par les puissances occidentales continuent de provoquer des conflits meurtriers. Dans ce contexte, la rhétorique du double standard est très appréciée. Cela est lié à l'impérialisme moral que les Occidentaux sont perçus comme ayant exercé sur le continent et alimente les représentations d'une occupation néocoloniale et de la capture des ressources et des richesses africaines. Largement adoptée par plusieurs mouvements panafricains, l'idée d'un double standard a également été déployée par d'innombrables mouvements et partis politiques dans différentes parties du continent. En Côte d'Ivoire, par exemple, les contenus informationnels produits par la Russie ont été instrumentalisés par les partisans de l'ancien président Laurent Gbagbo contre l'actuel président Alassane Ouattara. En effet, le ton généralement anti-occidental des publications de Sputnik s'accorde bien avec la ligne politique adoptée par les partisans de l'ancien président, évincé de ses fonctions avec l'aide de l'armée française en 2010. De nombreux blogs et sites d'information liés au mouvement soutenant Laurent Gbagbo ont réinvesti les contenus produits en Russie dans des combats locaux déconnectés des intérêts russes. Ces sources incluent l'ancien site d'information l'horizoninfo.com et le blog de René Kimbassa, un ressortissant ivoirien qui vit en France et milite pour Laurent Gbagbo. Entre 2015 et 2018, le blog de Kimbassa a republié au moins 150 articles initialement publiés par Sputnik. Cette appropriation dépasse parfois Internet et les réseaux sociaux pour toucher le tissu associatif ivoirien. Un exemple vient de la Fédération nationale des parlements Agora et orateurs de Côte d'Ivoire, qui organise des débats dans plusieurs villes du pays. Les organisateurs de ces forums informels de discussion politique mobilisent souvent les articles de Sputnik, inscrivant ainsi davantage le contenu russe dans les processus informels de formation politique de certains citoyens. Au-delà des récits sur l'impérialisme occidental et le double standard, les médias russes se sont concentrés sur un certain nombre de sujets d'importance régionale, tels que le franc CFA, considéré comme un rappel du statut d'ancienne colonie de nombreux pays africains. Ces médias ont également invité des personnalités africaines controversées à prendre la parole, dont Kémy Séba, un militant franco-béninois autrefois condamné pour ses propos antisémites et racistes. Voilà, à présent, vous savez tout sur la stratégie médiatique russe en Afrique depuis plusieurs années et cette stratégie russe a servi la politique africaine de la Russie. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai du deuxième volet de cette stratégie russe qui repose en fait sur les entrepreneurs d'influence russes en Afrique, notamment le cas de Yevgeny Prigojine. Merci et à bientôt dans la prochaine vidéo.